Bonjour, bienvenue à la première édition du balado Parlons d'immigration avec Maxime Lapointe, avocat, et ses invités. Premièrement, merci d'écouter, de participer et de partager le contenu de l'épisode qui se veut vraiment une émission de pointe en matière d'immigration. Donc moi, à titre d'avocat spécialisé en immigration, j'ai la chance depuis plusieurs années d'être invité par les médias pour commenter l'actualité, souvent dans un format un peu trop court, à mon avis, qui ne nous permet pas, malheureusement, de bien s'installer, de comprendre le partage des compétences en immigration. Donc, moi, je dis toujours, immigration temporaire, permanent, la compétence du Canada, du Québec. Déjà, on a perdu tout l'auditoire. Et ce qui m'a poussé à écrire un livre sur l'immigration en 2023 qui s'appelle « Pour une immigration plus transparente », qui se veut la chronique de l'actualité d'immigration depuis 2018. Donc, on part avant les élections provinciales de 2018, les positions des partis, les élections, la coalition Avenir Québec est élue, une réforme, deux réformes, trois réformes, la COVID, un dossier fédéral. Et plus on avance dans le récit, plus c'est moi qui commente l'actualité dans les médias. Et là, j'explique vraiment pourquoi j'ai commenté dans tel article, pourquoi j'ai sollicité un journaliste pour faire une publication. Donc, c'est un peu le travail que je me suis donné là, d'améliorer la sélection et la rétention des ressortissants étrangers au Québec. Là. Donc, ça veut dire quoi? Si le programme d'immigration ne fonctionne pas bien, n'est pas agile et n'est pas utilisé, donc je le dis, et on veut garder les gens au Québec. On ne veut pas que les gens immigrent dans d'autres provinces pour mieux revenir au Québec. Donc, c'est la mission que je me suis donnée. Et le podcast, aujourd'hui, c'est la continuité, finalement. Donc, le premier épisode, c'est sur le regroupement familial, les délais de traitement qui ont explosé. On aura deux invités. Premièrement, député de Québec solidaire, M. Guillaume Clich-Rivard. Et on aura aussi Mme Marie-Gervaise Pilon, qui est coordonnatrice au regroupement Québec réunifié. Donc, on va avoir ces deux invités-là en entrevue et on aura une table ronde. Je veux vraiment laisser la place aux invités. Je veux qu'on reparte à la fin de l'épisode et qu'on ait bien compris les tenants et aboutissants de l'immigration, surtout dans le regroupement familial. Donc, avant d'aller plus loin, je fais un petit éditorial sur la genèse, le partage des compétences en matière d'immigration. Donc, l'accord Canada-Québec, signé en 1991 entre le Québec et le fédéral, donc, sépare les compétences et les droits et les obligations en matière d'immigration. Donc, la catégorie du regroupement familial, elle, fait partie d'une catégorie qui est déterminée par le fédéral. C'est le Canada qui détermine les grandes catégories d'immigration, que ce soit l'immigration économique, humanitaire et le regroupement familial. Donc, c'est important de bien le comprendre. Et le processus général d'une demande dans la catégorie, donc, c'est exemple, moi, je veux parrainer mon épouse qui est à l'extérieur du Canada, mon conjoint de fait qui est ici. Alors, il y a aussi des parrainages pour les parents, grands-parents, mais ça, on va en parler plus tard, c'est vraiment un programme à part. Mais donc, époux, conjoint de fait, il y a trois autorisations à aller obtenir. La première, c'est d'Immigration Canada. Donc, on envoie une demande au fédéral. Et le Canada va se pencher sur l'admissibilité du parrain. Donc, est-ce que le parrain est en prison? Est-ce que le parrain est en faillite, non libéré? Si on répond non, généralement, on va avoir une lettre d'admissibilité du parrain qui, elle, nous permet de demander un certificat de sélection du Québec pour la personne qui est parrainée et on fait une demande d'engagement pour le garant. Donc, au provincial, on appelle la personne qui parraine le garant. Au fédéral, on l'appelle le répondant. Bon, déjà là, il y a un peu de distinction. Et le Québec, lui, va sélectionner la personne sous présentation de formulaire. Donc, le Québec étampe entre deux étapes fédérales, il faut le comprendre. La troisième étape, c'est la résidence permanente. Donc, le gouvernement du fédéral, lui, va se pencher sur la santé, la sécurité, les antécédents de la personne qui est parrainée. Et le processus total au fédéral prend environ 12 mois. Le fédéral a une norme de service de traitement des dossiers. Donc, dans 80% des dossiers, le fédéral s'engage à les traiter dans 12 mois. Et le Québec, lui, pour sa sélection, le Québec, lui, a une norme de service de 30 jours pour son processus provincial. Donc, les gens souvent appellent au bureau, disent « ben là, moi, le Québec m'a sélectionné. Quand est-ce que je vais avoir la résidence permanente? » Mais le dossier, après, il retourne au fédéral pour être finalisé. Et quand on est à l'intérieur du Canada, le dossier est finalisé maintenant avec une application dans le portail de résidence permanente où les représentants comme moi, les avocats en immigration, les consultants réglementés, ne sommes pas invités.
Et de plus en plus, je vois que les gens, c'est les clients qui reçoivent la lettre d'approbation finale dans leur courriel et là, ils m'écrivent. Donc, il manque un peu de transparence. Au niveau du fédéral, là-dessus, là, on en reparlera, mais ça devient difficile pour les représentants de bien se positionner. Dans les dernières années, l'évolution de la demande, donc on a toujours eu une cible à la sortie d'environ 10 à 12 000 dossiers. J'en parle dans mon livre, justement, sur les délais récents, pas les délais, pardon, les dossiers approuvés. Et dans le regroupement familial 2016, il y avait 11 124 personnes, 2017, 12 136. Et on voit qu'à partir de 2019, dans le plan, lorsque la CAQ a été élue, en baissant les niveaux d'immigration de 20 bien là, on voit que le plan 2019, la cible, c'était au niveau de 8 900 personnes. Et on parle toujours de dossiers à la sortie. Mais malheureusement, la demande est très forte. Hein? Les gens vont se marier à l'étranger, les gens rencontrent sur Internet. La pandémie, les gens ne pouvaient pas voyager. Donc, il y a de plus en plus de gens qui ont trouvé l'amour un peu partout dans le monde. Et la demande dans les programmes pour le regroupement familial a augmenté de beaucoup. Et le gouvernement provincial, évidemment, le savait. Premièrement, parce qu'on a attribué un numéro de dossier, donc on était capable de savoir, on a collecté des frais. Aujourd'hui, les frais, c'est 319 $ pour une demande d'engagement. Donc, on a collecté des frais, on était capable de savoir, on a donné un numéro de dossier, ce qui crée évidemment des attentes raisonnables pour les clients à l'immigration. Donc, on a reçu des dossiers, on a traité, dans 65% des cas, on a traité nos dossiers dans la norme de service de 30 jours. Donc, le Québec s'en lave les mains. Dans le rapport de gestion du gouvernement du Québec de la dernière année, on a même un petit astérisque en note de bas de page. On dit on a traité plus de 15 000 dossiers. Donc, on a donné 15 000 certificats de sélection. Donc, on était relativement capable de savoir que la demande était plus forte que la sortie qui est dans le plan d'immigration depuis les 2 dernières années, 10 200 à 10 400 dossiers ou 10 200 à 10 600. Là. Donc, on est autour de 10 000 à la sortie. Et là, ce qui ressort dans les médias depuis la dernière année, beaucoup, c'est qu'il y a environ 38 000 demandes en attente d'admission au Canada, donc de sortie. On demande au fédéral de finaliser les dossiers. Et le Québec n'a jamais sonné l'alarme en disant « Oh, on a reçu beaucoup de dossiers versus notre capacité à sortir les dossiers. » Et dans le plan d'immigration du Québec, donc on n'a aucune débouchée. Là. On n'a pas augmenté les niveaux d'immigration. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on demande au fédéral de traiter 10 000 dossiers environ à la sortie, mais il y en a 38 000 dans la machine, mais ça prend 3 ans et demi, de sorte que dans la dernière année, on a vu le fédéral séparer sur son site web les délais de traitement des dossiers destinés au Québec et les dossiers destinés à l'extérieur du Québec. Parce que le fédéral, lui, veut rencontrer sa norme de service de 12 mois. Donc, il dit, si vous êtes à destination du Québec, voici les délais. Et là, on les voit, j'en parle encore dans mon livre, donc je vais y référer comme ouvrage de doctrine le plus souvent possible pour vous inciter à en faire la lecture. Mais quand on était au mois de juin dernier, quand j'ai rédigé le chapitre sur le regroupement familial, donc les délais de traitement à l'extérieur du Québec étaient de 11 mois. Et pour les gens au Québec, c'était 26 mois. Et là, ça a encore augmenté après la rédaction de mon livre. Aujourd'hui, pour les parrainages à l'extérieur du Canada, donc si l'épouse est encore dans le pays d'origine, on est à 39 mois. Et le fédéral, lui, essaie de faire des réformes. Au mois de mai 2023, le fédéral a dit, bon, ben parfait, on veut réunir les familles, on va leur offrir un visa de visiteur dans un délai de 30 jours. Pour réunir les familles, quand ils vont être au Canada, on va leur donner accès à un permis de travail. Bon, finalement, on en reparlera plus tard avec nos invités, mais c'est pas tout à fait respecté. Les taux de refus sont élevés, les délais sont pas respectés. Mais quand même, le fédéral est bourré de bonnes intentions. Sauf quand le fédéral a décidé de fermer 300 dossiers en disant qu'il manquait les certificats de sélection du Québec, que le Québec disait pourtant avoir envoyé au fédéral. Donc, au mois d'avril, il y avait des articles là-dessus. J'ai vécu 2 dossiers comme ça à la dure que j'ai réussi à faire rouvrir en faisant plusieurs interventions autant au fédéral qu'au provincial. Mais les rapports Québec-Canada en matière d'immigration, c'est pas toujours facile et c'est le but explicite du podcast aujourd'hui. Donc, depuis les dernières semaines, on a vu certains traitements de dossiers. C'est comme si les cibles annuelles repartent au mois de novembre. Et là, moi, j'ai eu des dossiers approuvés récemment à l'intérieur du Canada en 22 mois.
mais quand même, au fédéral, on aura un délai de traitement plus rapide. Et c'est ce que le collectif Québec réunifié va nous expliquer. Les gens songent à quitter le Québec pour aller dans d'autres provinces pour avoir un délai de traitement plus rapide. Et finalement, au mois de décembre, là, afin d'essayer de faire bouger les gouvernements à traiter les dossiers le plus vite possible, j'ai envoyé une mise en demeure autant au provincial qu'au fédéral, demandant aux deux gouvernements, premièrement, de se parler, deuxièmement, de respecter l'accord Canada-Québec qui dit que la réunification familiale est de compétence strictement fédérale, de sorte que le provincial, à mon avis, et de la manière que c'est rédigé dans l'accord provincial, n'a pas compétence pour contingenter la sortie des dossiers, et le fédéral n'a pas le droit d'écouter la demande du Québec de traiter X nombre de dossiers. Le Canada, doit traiter les dossiers quand ils sont approuvés par le Québec. Donc, les délais devraient être les mêmes au Québec qu'ailleurs qu'au Québec, et on n'est vraiment pas là-dessus. Donc, les deux gouvernements, au jour d'aujourd'hui, sont en demeure, n'ont toujours pas répondu, et j'ai l'intention d'aller en Cour supérieure pour, justement, défendre les droits des gens qui attendent depuis j'ai des dossiers de 42 mois, donc des familles séparées. Et c'est un peu le but de la démarche aujourd'hui. Donc, ma première invitée va être la coordonnatrice de campagne de Québec réunifié, et je l'accueille tout de suite. Alors, pour la première portion entrevue, j'accueille mes deux premiers invités, Mme Marie-Gervaise Pilon, coordonnatrice de campagne au sein de Québec réunifié. Bonjour. Et M. Guillaume Clich-Rivard, député de Saint-Henri-Sainte-Anne, avocat d'immigration qui représente évidemment Québec solidaire depuis bientôt 1 an. Donc, merci d'avoir pris le temps de venir nous expliquer un peu là, les enjeux là, que vous vivez en matière d'immigration. On va commencer avec une entrevue avec vous, Mme Pilon. Peut-être me raconter un peu là, la genèse de Québec réunifié. Ça a été créé quand? Quel est l'objectif? Bien sûr. Alors, Québec réunifié a été créé, en fait, au mois de juin 2023, plus précisément le 22 juin, par deux marraines, donc par Idia Lévesque-Martinet et Sonia Ouellette. Ça a été créé en réaction, en fait, à la nouvelle identification des délais de traitement sur le site d'IRCC qui montrait de façon différenciée là, les délais de traitement pour le Québec. Et lorsque ces marraines et d'autres parrains marraines ont vu ces délais, ils se sont organisés, en fait, pour faire des manifestations devant les bureaux du MIFI. C'est comme ça que ça a commencé. Aujourd'hui, Québec réunifié est une plateforme Facebook qui regroupe 1700 bénévoles. Plus de 1700 bénévoles, en fait, là, ça a explosé depuis décembre. Et nous sommes aussi une OBNL, donc enregistrés là, au registre des entreprises du Québec. Mais donc, si je comprends bien, c'est à partir du moment où Immigration Canada a séparé les délais de traitement pour les dossiers à destination de la province du Québec versus ceux à l'extérieur du Québec que là, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait agir, c'est ça? Exactement. En fait, jusqu'à ce moment-là, il y avait un manque d'informations donc sur les raisons pour les délais qui étaient vécus par les parrains marraines au Québec. Alors, à ce moment-là, c'est devenu très clair qu'il fallait aussi agir au niveau du palier provincial parce que jusqu'à là, les actions étaient toujours individuelles et visaient directement le gouvernement fédéral. Donc, à ce moment-là, il y a eu une compréhension de la situation. Évidemment, par la suite, avec l'appui de M. Clich-Rivard, Québec réunifié, je n'étais pas avec eux à ce moment-là, a pu passer en commission parlementaire. On a pu faire une pétition. Moi, c'est via la pétition, d'ailleurs, que j'ai été recrutée par le groupe. Et ensuite, avec toutes ces actions-là, on a eu d'autres actions. On est passé aussi à l'Assemblée nationale en décembre avec l'appui du Parti libéral, puisque nous sommes un collectif non partisan, une organisation non partisane. Nous acceptons tous les appuis qui nous sont offerts, bien sûr. Je pense qu'il faut tous les prendre, là, évidemment. Je vois aussi sur les réseaux sociaux, vous cherchez... je ne veux pas dire en vain, mais presque l'appui du Parti québécois. Là. On verra comment ils vont se positionner. Puis bon, évidemment, le Parti conservateur du Québec, là, la politique, on va en parler un peu plus tard, peut-être en table ronde. Là. Mais dans le fond, bon, moi, ça fait quand même plusieurs années que j'avais compris ce bout-là, que le Québec, dans son plan d'immigration, dit au Canada, finalement, au stade de l'admission, finalise-moi X nombre de dossiers dans telle catégorie. Et puis, si les agents du fédéral ont terminé au mois d'avril, bien, ça va à l'année suivante, puis les dossiers s'accumulent. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas les rouages de l'immigration, c'était totalement inconnu. Là. Ça commence à sortir dans les médias, justement. Je pense entre autres à Sarah Champagne, au Devoir, peut-être, qui a fait des articles en disant « Voici, le fédéral nous le dit, là. Nous, on traite la cible de dossiers que le Québec nous demande de traiter et ce qui crée, bon, la situation, l'engorgement actuel. Là. Et ce que je disais tantôt en éditorial, justement, c'est que c'était quand même assez
prévisible. Le MIFI, le Québec pouvait le savoir. Premièrement, ils ont donné des numéros de dossier, ils ont encaissé des frais de traitement. Donc, on le voit dans le rapport de gestion du MIFI, que les revenus sont passés d'environ 2 millions à 4 millions là, d'une année à l'autre. Donc, on aurait dû savoir, au lieu de dire « Ah, mon Dieu, c'est donc bien payant, ce département-là », on aurait dû dire « On a reçu beaucoup trop de dossiers, s'il faut en sortir juste 10 000 ». Et on reparlera plus tard de ce qu'on a le droit d'exiger du fédéral de finaliser 10 000 dossiers là, au stade de l'admission dans un programme fédéral. Là. Je vois M. Clich-Rivard sourire. Bon, ben, dans les grands événements là, de Québec réunifié jusqu'à présent, une pétition, vous avez parlé d'une pétition. Alors, il y a eu la pétition à l'Assemblée nationale. Il y a eu combien de signataires? La pétition de l'Assemblée nationale, de mémoire, avait plus de 1200 signataires. Vous m'excuserez, je ne suis pas la meilleure avec les chiffres, mais c'est le souvenir que j'ai. Est-ce que Je ne suis pas meilleur que vous avec les chiffres. Merci, monsieur le député, de me faire sentir plus à l'aise vis-à-vis de ça. On vous a entendu, en consultation publique dans les audiences. Exactement. Là, on a vu quand même, vous êtes très actif. Là, moi, je vous vois sur les réseaux sociaux. Évidemment, je vous suis. J'essaie de vous commenter le plus possible, de partager. Là, vous avez l'air d'avoir débloqué un budget même, finalement, de graphisme, là, parce qu'on voit, là, vous présentez des couples en disant « Voici leur histoire ». Alors, en fait, ça, je dois donner tout le crédit qui revient à César. Les superbes graphiques, le branding, en fait, dont on bénéficie chez Québec réunifié, c'est parce que notre fondatrice, Rydia Lévesque-Martinet, est graphiste. C'est impressionnant quand même. Félicitations. Donc, on a le bénéfice au sein particulièrement du groupe d'administrateurs, mais aussi de nos bénévoles, d'avoir vraiment un éventail de compétences très diversifiées. Moi-même, je suis enseignante, donc ça me donne certaines habiletés particulière, disons. J'ai aussi un bac en droit, mais je ne suis pas avocate. Je vous laisse ce titre, messieurs. Mais nous avons aussi au sein de notre organisation des comptables, un médecin. Dr Sacha Sidani, d'ailleurs, était présent à l'Assemblée nationale avec moi. On le salue. En décembre. On le salue. Merci pour tout ce que tu fais, Sacha. Et peut-être, là, on commence l'année, évidemment, l'actualité reprend tranquillement dans les médias. On voit, exemple, Parti québécois, ça parle d'immigration, pénurie de logement. La CAQ, ça parle des demandeurs d'asile. On n'a pas beaucoup de suivi, disons, là, sur la mise en demeure qui a été envoyée au fédéral puis au provincial. Mais vous, à Québec réunifié, là, de ce que vous pouvez me dire, évidemment, là, votre plan de match 2024, c'est quoi? Là? Alors, en ce moment, on a plusieurs actions entre guillemets en cours. Il y en a une qui finit d'ailleurs très bientôt. C'est une lettre ouverte que nous prévoyons envoyer aux différents médias. Là, il y a je ne m'avancerai pas sur les détails, mais il y a déjà quelques médias qui ont exprimé un intérêt. D'ailleurs... Je l'ai signé, d'ailleurs. Moi aussi. Oui, merci d'ailleurs, messieurs. Et nous avons dans cette lettre-là, des appuis majeurs. Évidemment, Québec solidaire, votre étude, Maître Lapointe, mais aussi la CSN, la centrale nous appuie, la FIC nous appuie. Nous avons des membres qui encore aujourd'hui travaillent auprès de leurs syndicats parce qu'évidemment, chez les parrains, il y a des syndiqués. Ben oui. Donc, les parrains qui sont syndiqués travaillent très fort pour aller chercher ces appuis-là auprès des centrales. Mais nous avons aussi une liste impressionnante de cabinets d'avocats et une liste aussi très impressionnante de consultants en immigration qui ont choisi d'appuyer la lettre institutionnellement. On a aussi différents OBNL. Hier, on a eu l'immense plaisir de voir que Fierté Montréal aussi nous appuyait. Donc, la communauté LGBTQ+, appuie aussi la lettre. C'est vraiment très, très, très encourageant, en fait, de voir ces appuis-là. Et ça, on est encore en train de collecter d'ailleurs les signatures. Donc, s'il y a des gens qui désirent la signer, la lettre est sur le site de Québec réunifié. Okay. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, là, vous m'avez parlé de financement. Je vais me permettre de le mentionner parce que c'est la grosse action. On est effectivement en train de lever des fonds pour une action juridique que nous n'avons pas nommée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je me permets de le mentionner parce que je pense qu'on va nous poser la question de toute façon. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que nous tentons de financer présentement une action en mandamus. OK. Donc, c'est la prochaine étape. On espère toujours, je tiens à le souligner pour les membres du gouvernement qui peut-être m'entendent aujourd'hui, nous espérons toujours une sortie de crise qui sera
hors du système judiciaire. Nous, tout ce qu'on veut, c'est retrouver nos familles, retrouver nos conjoints, accueillir nos enfants au Québec. Donc, on espère toujours une sortie de crise. On aurait pu en avoir une, d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai envoyé la mise en demeure aux deux gouvernements le 13 décembre. Et 2 jours après, les journalistes, Radio-Canada, Journal de Québec, ont relancé. Il semble qu'il y avait une ouverture au niveau d'immigration au Canada, mais que le Québec ne voulait pas bouger. Est-ce que vous avez rencontré le gouvernement du Québec? Effectivement, nous avons eu le plaisir de rencontrer le cabinet de Mme Fréchette. Mme Fréchette elle-même n'était pas présente à la rencontre, mais je ne peux pas vraiment dire que c'était une rencontre qui était aussi encourageante que nous l'aurions voulu. Il y a eu beaucoup d'appui au niveau de négocier différents aménagements autour de ce que le gouvernement fédéral fait ou ne fait pas. Mais pour ce qui est là, de discuter du plan d'immigration du MIFI, il y avait... il n'y avait pas d'ouverture à augmenter les seuils dans le plan, comme on le fait, exemple, pour les gens d'affaires. Hein, on a attribué... entre 5 et 6 500, là, quotas, disons, appelons-le comme ça, additionnels, dans le but de décongestionner les inventaires, sachant en plus que la catégorie du regroupement familial, les inventaires sont beaucoup plus nombreux que dans la catégorie des gens d'affaires. Mais on n'a pas voulu agir, c'est ce que je comprends. C'est exactement ce qui s'est passé. En fait, on s'est fait dire catégoriquement qu'on ne viderait pas l'inventaire du regroupement familial. Et il y avait aussi des demandes. Pour en prendre soin, évidemment. Pour en prendre soin. L'autre chose aussi qu'on a demandé, que minimalement soient traitées les demandes des personnes qui avaient reçu le CSQ, donc qui avaient reçu l'approbation du Québec. Et qui étaient à 12 mois. Et ça non plus, ça n'a pas été accepté. Est-ce qu'on avait un pourcentage de ça? Est-ce qu'on savait à peu près dans le bassin, ça constituait combien de monde? J'avoue que je ne suis pas en mesure, au moment où on se parle, de vous donner un chiffre. Pour ceux que ça intéresse, le certificat de sélection du Québec, j'en ai parlé en début dans mon éditorial, mais donc on fait une demande au début au fédéral. Le fédéral se penche sur l'admissibilité du parrain. Bon, ensuite, on fait une demande au Québec. Mais on le voit de plus en plus, autant la lettre d'examen médical, exemple, et la demande pour le CSQ, ça sort de plus en plus tôt dans le processus fédéral, parce que le fédéral ne veut pas arriver en fin de processus et dire « Ah, ben on dit finalement, il me manquait l'examen médical. » Donc, le fédéral est la force de frappe pour traiter les dossiers du Québec, évidemment, là, avec une cible de 500 000 admissions en 2025. On est capable de traiter les dossiers, mais on le voit là. On avance, on arrête, on le voit au 1er novembre, ça repart. On ferme les dossiers des fois en disant on n'a pas reçu le CSQ, mais finalement on l'avait. Donc le CSQ arrive de plus en plus tôt dans le processus. Et moi, ce que je dis, c'est que ça crée des attentes raisonnables. Les gens ont payé des frais au Québec, ont eu un numéro de dossier, ils ont un CSQ. Souvent, les gens pensent que c'est terminé, mais on est loin de l'être. Donc, mais là, on voit que la population, finalement, vient de la misère à distinguer la différence entre, un réfugié, un millionnaire qui veut s'acheter un passeport, là, je fais ça gros, et quelqu'un du regroupement familial. Qu'est-ce que vous voudriez dire à la population dans la catégorie du regroupement familial, puis les avantages, disons, pour le Québec d'être réuni avec sa famille? Bien, écoutez, c'est très simple. Le regroupement familial, c'est une catégorie qui vise des Québécois et des résidents permanents. Nous sommes des citoyens, nous sommes des résidents permanents qui avons un membre de notre famille à l'étranger. Ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant adopté. Ça peut parfois, très occasionnellement, être un parent ou un grand-parent parce qu'on nous reproche souvent de vouloir faire venir des parents, des grands-parents, mais c'est une fraction infime de l'inventaire. Ça je peux vous le dire. 67 % d'entre nous sommes francophones. Nous avons des conjoints francophones qui sont à l'étranger. 20 % des conjoints qui ne sont pas francophones sont latinisants, donc auront des facilités à apprendre le français. Donc, ce sont des personnes qui vont s'intégrer rapidement. En toute franchise, moi, mon mari est anglophone, mais il parle déjà français. Il a étudié en France, donc il parle déjà français. Donc, en fait, les catégories de linguistique, on ne devrait pas s'inquiéter avec ça. Ce sont des gens qui aiment un Québécois, qui vont aimer le Québec, qui vont s'intégrer. Et ce sont des gens qui ne vont pas occuper un logement, puisque leur raison principale de venir, c'est pour vivre avec leur famille, qui les attend, qui a acheté déjà un condo, une maison, loué un appartement. Ces gens-là ne vont pas empirer la crise du logement, bien au contraire. Ils sont là pour venir contribuer à la construction du Québec sans pour autant empirer les crises que nous vivons. Moi, ce que je dis, puis tout le bout du logement, vous le dites bien, puis c'est tout à votre honneur, c'est parfait, c'est ça qu'il faut dire. Moi, ce que je dis beaucoup, c'est que l'accord Canada-Québec, dans le fond, demande de traiter les dossiers de réunification familiale dans des délais usuels. Le fédéral a une norme de service de 12 mois qui n'est pas actuellement respectée pour les dossiers du Québec. Donc, les délais de traitement au Québec sont inusuels. Et je vais basculer, si vous permettez, avec M. Clich-Rivard.
M. Clich, Guillaume, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'est vous qui me posiez des questions. On était en consultation publique pour la planification pluriannuelle, puis on essayait ensemble de calculer environ les inventaires de dossiers. Et on arrivait, là, en tout cas, on espérait que tout le monde dans la salle comprenne de quoi on se parlait. Là. On n'était pas certain, mais on le faisait quand même de bonne foi. Et on arrivait à plus de 100 000 demandes. 120 000 environ. Nous, on arrivait à plus ou moins 100 000, mais Alexandre Duval est arrivé avec une vraie demande d'accès à l'information. Là, on voit, bon, il y a environ 120 000 demandes. On va en parler en table ronde, mais juste avant, moi, je suis très impressionné par votre parcours professionnel d'avocat d'immigration. Et ensuite, en politique, là, c'est pas facile de conjuguer vie de parents et politique. Et j'ai beaucoup de respect pour ça. J'ai consacré d'ailleurs un chapitre complet, petit chapitre de mon livre, mais quand même, je prends le temps de mettre la peau. Et puis j'écoutais ce matin, en m'en venant dans le train, là, un podcast, les engagés publics, là, où est-ce qu'on avait l'occasion de comprendre un peu plus le parcours, disons, politique puis de militants. Mais juste avant, peut-être, parcours académique, universitaire, les études en droit, c'était quelle université? Moi, j'ai fait d'abord un bac en relations internationales et droit international de Brady à l'UQAM. Ensuite, j'ai fait une maîtrise à Oxford Brookes University au Royaume-Uni en développement international et pratiques d'urgence. C'est là que m'a amené vraiment le volet refuge. Là. J'ai été faire du terrain, notamment mon mémoire de maîtrise en Ouganda, dans un camp de réfugiés de Rwandais qui allait être renvoyés vers leur pays d'origine. Puis finalement, ça m'a amené à vouloir finaliser mon droit. Puis je suis retourné à l'UQAM faire un bac en droit. Et j'ai obtenu mon barreau par la suite. Là, puis c'est là où j'ai vraiment commencé à pratiquer tout de suite. Directement en immigration? Tout de suite en immigration. J'ai eu la chance d'avoir un stage avec Maître Joanne Doyon, qui est une des grandes avocates québécoises en droit de l'immigration, qui a fait des dossiers jusqu'à la Cour suprême. Puis j'ai jamais lâché ce domaine-là. Donc on est vraiment dans le juridique, le judiciaire, là, des dossiers devant les tribunaux, là... Ouais, j'étais un avocat. J'étais encore un avocat, mais je faisais beaucoup de litiges. J'ai eu la chance de plaider devant la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale, la Cour suprême, à quelques occasions. Là, des contestations de dossiers, des contestations constitutionnelles de chartes, des litiges, des mandamus, des contrôles judiciaires. C'est là-dessus où j'ai fait principalement mon expertise. Fait que c'est un peu ma tasse de thé quand même. Puis là, on a vu, dans l'actualité, deux campagnes électorales pour Québec solidaire dans Saint-Anne. Une où on a quand même chauffé... la chef du Parti libéral, et lorsqu'elle a décidé de quitter, vous êtes revenu à l'action, vous avez remporté une circonscription qui n'avait jamais été gagnée par un autre parti que le Parti libéral. C'est vrai. C'est quand même, c'est pas rien. À 44,5 % quand même. 44,5 % du vote, c'est quand même c'était une belle victoire. Non, puis en plus, une partielle, il y avait quand même toute l'attention là, sur. Puis on a eu toutes les équipes sur le terrain. Là, bravo, puis félicitations, ça c'est sûr. Le rôle d'un député sans parler de Québec réunifié tout de suite, mais en général, là, pour les gens qui ne savent pas trop, dont j'en fais partie, là, dans le bureau de comté, qu'est-ce qu'on fait? Là? Dans le bureau de comté, on fait beaucoup de choses. Il y a les liens avec les citoyens, évidemment, puis les liens avec les organismes de la circonscription, qui sont très variés. Nous, Saint-Henri-Sainte-Anne, ça compte 6 quartiers de Montréal qui sont assez connus. Là. Griffintown, la Petite-Bourgogne, Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, Côte-Saint-Paul, Ville-et-Mort. C'est quand même des quartiers diversifiés qui ont des qualités différentes, qui ont des spécificités et des personnalités différentes. Puis ça fait qu'il faut représenter tout ce monde-là puis être disponible pour eux. Ça fait aussi 6 fêtes de quartier, ça fait aussi 6 tables de concertation, 6 banques alimentaires. Bref, on a beaucoup de travail à faire sur le terrain. Puis il y a évidemment nos citoyens et citoyennes qui ont des enjeux, qui ont des problèmes, notamment avec l'immigration. On a des attachés politiques de circonscription. Moi, j'en ai 3 à mon bureau de Saint-Henri-Sainte-Anne. Je les salue d'ailleurs. Le volume de demandes d'immigration par semaine dans un bureau comme c'est quand même considérable. Ouais, hein? C'est quand même considérable. Puis, il y a ce qui touche le fédéral qu'on peut renvoyer au député fédéral, mais évidemment, ce qui touche le MIFI, de plus en plus. Puis c'est par là que, tranquillement, lentement, mais sûrement, évidemment, avec mon expertise à la base, puis, je veux dire, mon cabinet puis les dossiers, mais c'est par des gens comme Québec réunifié qui nous contactent, qui nous font part de changements de règlement, qui nous font part de changements de délai de traitement, en fait, surtout. Puis moi, j'attends X, puis des cas citoyens, des cas réels, que vraiment, on vient mobiliser puis impliquer dans un dossier, puis qu'on est capable de le monter au niveau national. Puis ça, c'est vrai pour l'immigration, c'est vrai pour la santé mentale, c'est vrai pour un refuge qui ferme, c'est vrai pour toutes les situations qui touchent notre circonscription, qu'on est capable, quand on est un député terrain, puis impliqué, de monter au niveau national quand c'est nécessaire. Puis, le rôle de Guillaume Clich-Rivard, député de Québec solidaire, dans la quête de Québec réunifié, c'est quoi, là, actuellement, ou dans les derniers mois, ou dans les prochains mois aussi, là, finalement? Là? Bien, évidemment que, comme Québec réunifié l'a très bien dit, ils sont totalement apolitiques, ils sont non partisans, là, et moi, on collabore beaucoup. Je sais que le Parti libéral collabore beaucoup avec Québec réunifié aussi. Moi, je suis très à l'aise avec ça aussi. L'enjeu, là, pour moi, de la réunification des familles, puis des Québécois, puis des Québécoises, c'est pas une question politique partisane. C'est une question de
de droits fondamentaux, puis de respect de la vie d'autrui, puis du fait qu'un Québécois, puis une Québécoise, là, ben, si ça décide de se marier à l'étranger, il décide de se marier à l'étranger ou se marier ici avec un étranger, ben, je veux dire, pour moi, c'est une question fondamentale de droit, là, le droit à la famille, le droit à l'égalité, le droit de vivre, finalement. Donc, pour moi, là, ça, c'est une question même qui dépasse l'immigration. C'est une question de base, puis de respect, puis de justice fondamentale envers des gens qui sont Québécois, qui ont fait le choix personnel de faire leur vie puis de tomber en amour avec quelqu'un qui n'est pas d'ici. Cette personne-là veut venir vivre ici. C'est même pas à la limite une question d'immigration. C'est une question de droit à la famille, de droit fondamental. Puis là-dessus, Québec solidaire, dans une logique progressiste, puis évidemment de respect des droits puis d'accès à l'égalité, bien, c'est sûr qu'on va toujours se battre pour des causes comme celle de Québec réunifié. Mais je pense que ça fait plaisir à Québec réunifié aussi d'avoir enfin, disons, à l'Assemblée nationale, un député sur les 125 qui connaît bien les rouages de l'immigration, parce que autant dans les médias, en 2015, quand j'ai commencé, disons, à être médiatisé, c'était « on en prend 50 000, c'est-tu trop ?» Qu'à l'Assemblée nationale, on a entendu toutes sortes de phrases qui n'ont pas d'allure là, sur bon, c'est suicidaire, puis on va en passer. Puis ça continue. Là, cette semaine, on a eu beaucoup d'actualités en immigration. Et, allons-y là, direct. On parle beaucoup d'avoir les pleins pouvoirs en immigration et moi, je me plais toujours à dire c'est beau de vouloir les pleins pouvoirs, mais premièrement, il faut savoir par où les demander. Là. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est rouvrir l'accord Canada-Québec. C'est prévu à l'article 33. Chacune des parties peut demander à l'autre de rouvrir l'accord dans un délai de 6 mois. Donc, moi, si j'étais premier ministre du Québec, je dirais au fédéral, parfait. Dans 6 mois, voici, je sollicite une rencontre, voici ce que j'ai l'intention de vous demander. Donc ça, c'est la bonne manière de faire. Mais deuxièmement, les pleins pouvoirs, c'est quoi pour vous les pleins pouvoirs en immigration? Mais d'abord, sur le préambule, effectivement, moi, je ferais ça avant de jouer des opérations de com, des lettres ouvertes au premier ministre, des déclarations, des tournées de presse, puis des discours à la Chambre de commerce du Québec. Là. Je veux dire, la ministre de l'Immigration puis le premier ministre Legault sont les exécutifs, là, sont ceux qui sont au pouvoir. Des lettres ouvertes, là, puis des communications publiques, là, les oppositions ont fait ça. Mais le gouvernement, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle le chef de cabinet du gouvernement fédéral, il s'assoit sur une rencontre, il négocie, puis il trouve des solutions. Et moi, j'ai trouvé honnêtement que c'était un aveu d'échec du gouvernement Legault, une confirmation qu'ils ne se font pas respecter du tout par le fédéral, que de lancer une lettre ouverte comme ça, c'est une admission d'échec. Je pense que le gouvernement ne se fait pas respecter par le fédéral. Puis plutôt que de faire une lettre ouverte, puis des déclarations de presse, ben, je pense qu'on aurait dû mieux fait de négocier. Maintenant, les pleins pouvoirs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gérer complètement, puis comme l'accord Canada-Québec le prévoit, hein, gérer complètement notre immigration temporaire. L'accord Canada-Québec dit que tous les travailleurs étrangers temporaires devraient avoir une autorisation du Québec. En ce moment, dans le PMI, c'est pas le cas. Autour PMI, de 60... Programme Mobilité Internationale, là, pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est les exceptions là, disons, là, du programme régulier des travailleurs étrangers temporaires, qui est un programme co-géré par le Québec et le Canada. Mais on n'est plus dans les exceptions, finalement. Quand on regarde entre le PTET et puis le PMI, entre les deux programmes, là, finalement, on tourne autour de 60-65% qui tournent finalement dans l'exception. Ouais. Le Québec a des pouvoirs. L'accord Canada-Québec les prévoit. Puis ça, c'est pas respecté. Il faut rapatrier ça pour que ça soit rapatrié ou respecter ça pour que ça soit prévu. La réunification familiale, on est capable de le gérer, mais le gérer comment? Puis là, toute la question est là. C'est très beau de rapatrier les pouvoirs, mais après ça, il faut les utiliser correctement. C'est ça. Puis ça, la logique entre Québec solidaire et la CAQ là-dessus est complètement différente. Québec solidaire rapatrierait les pouvoirs pour respecter les familles, puis s'assurer qu'il y a des délais de traitement raisonnables. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans le travailleur qualifié, on parlait de 24, 26, 28 mois de traitement à cause du fédéral. Ça, c'est inacceptable. Donc, qu'on rapatrie nos pouvoirs, mais pour gérer comme il faut, et non pas pour finalement faire l'inverse, puis faire attendre les familles, puis causer de la détresse, puis de l'anxiété, puis de la séparation. J'avais commenté dans les médias justement en juin 2022, là, quand François Legault faisait le tour des médias pour dire qu'il voulait les pleins pouvoirs en immigration, surtout dans la réunification familiale, puis ils ont quand même payé leur contentieux, disons, là, pour savoir est-ce que c'est faisable. Ils se sont rendus compte que non, parce que c'est un programme qui est de compétence fédérale. Et moi, je disais... je pense que le gouvernement, s'il voulait récupérer les pleins pouvoirs, ce serait pour imposer un niveau de français aux époux, aux épouses, là, un peu comme on le fait dans le programme, exemple, de l'expérience québécoise. Et j'avais sollicité le journaliste Alexandre Duval de Radio-Canada en donnant l'exemple d'un de mes clients qui disait « Ma femme est en train de se franciser. Si jamais on lui demandait un niveau 7 de français au jour 1, j'irais vivre dans une autre province. Puis j'aimerais voir avec vous, Marie, dans vos membres, là, parce que je le vois beaucoup sur les réseaux, les gens...
je veux pas dire menace, mais les gens disent qu'ils vont aller vivre dans d'autres provinces parce que ce serait moins long au niveau des délais de traitement. Puis quand on regarde, c'est vrai, sur les sites gouvernementaux, on voit que c'est moins long ailleurs qu'au Québec. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos membres, là, sur les délais de traitement, le français, puis est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quitter, finalement? J'aimerais ça rebondir sur quelques éléments de la question que vous venez de me poser. Et la première, c'est justement sur la question de la francisation. Ça n'a pas été mentionné, mais c'est ma spécialité. Je ne suis pas prof de francisation, mais je suis professeur de langue. Moi, dans la vie, j'enseigne l'anglais langue seconde. Donc, la question de l'acquisition langagière, c'est vraiment, entre guillemets, là, en anglais, on dirait « it's my wheelhouse hein, ». C'est vraiment là, ma spécialité. Et la langue ne s'acquiert pas uniquement par l'enseignement structuré. Pour apprendre une langue, il faut avoir la possibilité d'y être immergé. Je l'observe quotidiennement avec les personnes qui sont parrainées internes, qui sont au Québec, qui ont la possibilité d'interagir avec des Québécois. Ces gens-là vont avoir une francisation 1000 fois plus rapide que la personne qui paye un cours à l'Alliance française dans son pays, parce qu'en plus, ce ne sera pas avec un professeur de francisation québécois, ce sera à l'Alliance française. Donc, c'est une variété de français différente qui va exiger une adaptation supplémentaire à l'arrivée. Donc, il y a tout un enjeu autour de la francisation qui militerait pour que les personnes puissent venir plus rapidement. Bon, après ça, est-ce que les gens pensent quitter le Québec en raison de la question de la langue? Moi, je ne vous dirais pas que c'est le cas. Les gens pensent quitter le Québec en raison des délais de traitement. C'est ça qui motive les gens à quitter. Ouais. Les gens ne pensent pas quitter le Québec parce qu'ils ne parlent pas assez le français. Les gens veulent quitter le Québec parce qu'ils ne veulent plus attendre. Parce qu'ils attendent déjà depuis 2 ans. Ils attendent déjà depuis 2 ans et demi, 1 an et demi, 3 ans. Quand est-ce que ça va finir? Et avec la modification avec les seuils du MIFI et la façon dont IRCC traite les demandes aussi, c'est que la cible, et par cible, là, j'entends bien le moment d'arrivée du parrainé externe, ne cesse de bouger. Ouais. Hein, c'est une cible mouvante, donc ça devient très difficile de prévoir la vie des gens. Les gens ont besoin de vendre leur maison, ils ont besoin de vendre leurs effets personnels. Il y a toute une logistique autour de ça qui est rendue difficile par ce mouvement de la cible qui se déplace. Donc, les gens quittent pour, en fait, avoir une cible qui ne bouge plus. C'est la raison pour laquelle les gens se tannent et vont en Ontario. Et j'imagine que ça va faire le bonheur du ministre Miller parce qu'ils veulent encourager l'immigration francophone. Alors, c'est très bien. Il y a des Québécois francophones qui quittent pour aller en Ontario pour ces raisons-là. Ministre Miller était bourré de bonnes intentions. En fait, c'était Sean Fraser encore, là, au mois de mai 2023, quand le fédéral a annoncé des visas de visiteurs en 30 jours pour réunir les familles et l'accessibilité au permis de travail ouvert en arrivant au Canada, malheureusement, pour l'avoir testé. Dans quelques dossiers, les délais ne sont pas respectés, les taux de refus sont quand même élevés aussi. Hein? On n'a pas démontré qu'on allait repartir du pays. Et il faut faire attention aussi quand on entend justement les chroniqueurs politiques qui disent, exemple, je fais une parenthèse, on a fermé le chemin Roxham, maintenant ça arrive par Montréal parce qu'on a slacké les exigences des visas de visiteurs. C'est pas si vrai que ça. Là. Il y a quand même encore des refus de visas de visiteurs. Donc, l'idée était quand même bonne. Ouais. Mais vous, justement, Guillaume Clich-Rivard, au provincial, c'est quoi votre rapport de force ou de négociation, de discussion avec Mark Miller aujourd'hui? Est-ce que vous êtes capable d'avoir accès à son téléphone? Moi, j'ai une excellente relation avec le ministre Miller. Par définition, en fait, c'est mon voisin de bureau presque. Le ministre Miller est député de Ville-Marie, Sud-Ouest. Bon, je connais pas la nomenclature exactement, mais c'est une grosse partie du même territoire. Donc, à la base, on collabore sur des dossiers ensemble. Puis oui, moi, j'ai son téléphone, on texte fréquemment, on a des discussions. Vous me le donnerez. Avec plaisir. Je vous dirai pas que ça vient de moi, même si c'est enregistré. Ouais. Cela étant dit, il est disponible. Okay. Il est à l'écoute. Évidemment, cela dit, on parle de compétences du Québec, puis on parle de renforcer les compétences du Québec. Puis pour moi, ça, c'est très, très, très important. Bien sûr, j'ai une collaboration avec le gouvernement fédéral. Bien sûr, il y a des affinités politiques sur la question de l'immigration. Là, sur d'autres questions, on est assez loin, mais il y a quand même des affinités politiques. Cela étant dit, on ne voit pas les choses de la même façon complètement. Puis pour moi, la réponse passe par le gouvernement du Québec. Puis mon interlocutrice, la personne à qui je parle, puis la personne que je demande, à laquelle je demande de corriger la situation incessamment,
c'est la ministre du Québec Fréchette. Le Québec doit se faire respecter. Le Québec doit avoir des cibles qui sont raisonnables puis qui sont respectueuses de la vie d'autrui. Puis là, en ce moment, c'est pas ça. Puis le problème, il est là. Il est au niveau de l'immigration du Québec. C'est comment vos relations avec, justement, Christine Fréchette, là, depuis que vous êtes entré en poste? Vous avez quand même travaillé avec elle à l'étude des crédits, entre autres, en consultation publique. Vous vous êtes vus quand même beaucoup. Là. Les relations, c'est comment? Ben, moi, ma porte est toujours ouverte. Moi, je suis en mode collaboration, puis je veux qu'on trouve des solutions. Puis finalement, là, cette question-là, c'est pas une question partisane. C'est pas une question qui touche le Parti libéral, Québec solidaire, la CAQ, le PQ. C'est une question qui touche les individus. Puis pour ça, moi, je tends la main, je suis toujours prêt. Pour l'instant, malheureusement, j'ai pas beaucoup de collaboration. Pour l'instant, je ne sens pas une volonté de régler la situation. Pour l'instant, moi, j'ai eu le même écho qu'on a eu du côté de Québec réunifié, que la question était close. Le chiffre était 10 400, c'est ça? C'est ça. Ça allait rester 10 400. On ne va pas changer là-dessus. Okay. Cela étant dit, moi, ce que je remets en question, c'est comment le gouvernement peut faire ces plans-là, puis dans toutes les catégories, en connaissant ce que vous avez dit tantôt, des 120 000 qui attendent. Puis comment ça se fait que ces chiffres-là, là, il a fallu qu'on les aille par une demande d'accès à l'information de M. Duval, alors que le document de consultation faisait combien de pages? Une quarantaine de pages, avec plein de statistiques. 72. 72 pages, avec plein de statistiques. Je peux pas croire que les inventaires ne se retrouvaient pas là. Et je ne pouvais pas croire que le gouvernement n'avait pas connaissance de cause de chaque inventaire dans chaque catégorie quand il a volontairement décidé d'imposer les cibles qu'on connaît en ce moment. J'ai de la misère à croire ça. Marie, comment vous avez trouvé ça, vous, l'exercice de la consultation publique? De ce que vous avez vu, là, parce que vous avez peut-être écouté Québec réunifié, les autres... l'exercice, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a tiré des leçons de ce qu'on leur a dit? Bien, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, parce que, en toute franchise, je n'étais pas sur le comité de direction de Québec réunifié à ce moment-là. J'étais en fait à l'étranger avec mon conjoint. Mais ce qu'on ressent aujourd'hui et ce que vivent les vétérans là, du comité, c'est ils ont vraiment l'impression d'avoir un peu parlé dans le vide. Ils sont allés en commission, ils ont eu des échanges avec les différents députés. J'ai réécouté récemment l'intervention, l'échange avec M. Déragi, où il y avait énormément de choses très utiles qui étaient dites, très claires, très précises. Mes collègues, Cindy, Nathalie, Lauriane, étaient très, très bien préparés. Et pourtant, aucune considération n'a été donnée à ce discours-là qui venait de citoyennes. Et moi, c'est ce qui me... rétroactivement, c'est ce que je trouve mystifiant. Moi, ça me mystifie complètement que des citoyens qui se présentent à l'Assemblée nationale parlent à leurs élus, alors qu'ils sont eux-mêmes contribuables, d'un sujet qui touche à leur vie personnelle, tombent sur une porte close, qu'on le fasse la sourde oreille à leur demande. C'est complètement incompréhensible. Dans ce qu'on se dit, j'entends quand même le même message. Hein. Vous, à Québec réunifié, ce que vous voulez, c'est du respect. Vous voulez vous faire respecter. Vous avez payé des frais de traitement. Vous avez déposé un dossier qui n'est pas facile à déposer quand même, là, au niveau de la conformité, là, le format de document. C'est pas des dossiers d'une page. Là. Il y a beaucoup de dossiers retournés à cause que c'est incomplet. La machine administrative est très sévère, plus facile de retourner un dossier que de l'encaisser. Les frais de traitement aussi sont quand même élevés. Bon, des fois, les honoraires professionnels quand on fait affaire avec un avocat ou un consultant réglementant d'immigration. Mais Guillaume, vous parlez aussi de respect, hein, le Québec, de se faire respecter par le fédéral. Et je veux vous amener là-dessus. Là, actuellement, en immigration, avez-vous l'impression que le Québec se fait respecter par le fédéral? Pas du tout. Puis là, je reviens avec l'idée que c'est pas dans la même perspective puis les mêmes demandes qu'on aurait du tout du gouvernement du Québec, mais il est évident que ce que le Québec demande ne le reçoit pas. Puis il est évident que M. Legault a demandé un mandat fort pour régler la question de l'immigration avec le fédéral. C'est un échec sur toute la ligne. M. Legault voulait rapatrier les pouvoirs. Il n'y a aucun rapatriement de pouvoir. M. Legault voulait une meilleure distribution des demandeurs d'asile de manière équitable, positive, bienveillante. C'est ce que moi je demande, incapable de l'avoir. M. Legault est incapable d'obtenir que 100% des travailleurs étrangers temporaires obtiennent un CAQ. M. Legault est incapable de se faire rembourser l'accueil puis les frais d'accueil des demandeurs d'asile. C'est un échec sur toute la ligne. Et comme je disais tout à l'heure, M. Legault ne se fait pas respecter par le fédéral. Et évidemment, Québec solidaire, formation indépendantiste, vous le savez, j'en suis. Pour nous, il n'y a qu'un seul constat clair, c'est que pour se faire respecter, et évidemment, puis je redis, là, on ne ferait pas les mêmes affaires qu'ils feraient là, mais contrôler notre immigration à 100% de manière positive, inclusive,
raisonnable, responsable, mais pas au détriment des familles québécoises. Ça, c'est pas vrai. Mais ça, c'est un échec. La CAQ n'a pas réussi à se faire respecter et ne réussit pas après 5 ans à se faire respecter par le fédéral. Il y a un enjeu là, qui touche peut-être moins les regroupements familiales, mais qui parle quand même beaucoup de se faire respecter. En vertu de l'accord Canada-Québec, le fédéral doit rembourser des sommes au Québec qui sont liées à la francisation, l'intégration des nouveaux arrivants, des réfugiés, entre autres. J'en parle dans mon livre. On n'avait jamais entendu vraiment parler dans les médias, mais à partir de 2022, Joël Denis Bellavance a sorti un article, puis moi j'en parlais beaucoup, mais on voit qu'en 2017, exemple, le Québec reçoit 20 de l'immigration canadienne, un petit peu moins, mais reçoit 50 des fonds du fédéral pour l'accueil et l'intégration des immigrants. Ouais. Et là, on avait dans les médias récemment une facture de 470 millions. Ouais. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça se pourrait que le Québec en ait trop reçu versus ce qu'il avait vraiment dépensé pour l'immigration? Puis c'est la raison pour laquelle le fédéral devrait moins en donner. C'est une question possible, puis je pense qu'il faudrait voir l'examen comptable, là, bien franchement. Là. Moi, j'ai pas vu l'ensemble des postes de dépenses du Québec dans les 2-3 dernières années, puis j'ai pas vu l'ensemble de ce que ça coûte puis de ce que le fédéral va retourner. Cela dit, je veux dire, si le gouvernement du Québec établit sa facture, puis c'est ça que ça coûte, moi, j'ai confiance que les fonctionnaires du gouvernement du Québec puis du ministère arrivent avec le vrai chiffre. Là. Puis je pense que c'est un chiffre qui ressemble relativement à ce qu'on avait toute proportion gardée, puis avec le nombre d'augmentations, avec ce qu'on avait précédemment comme entente. Maintenant, comment, après ça, le provincial le dépense? Bien, moi, je pense que dans le respect du Québec, il faut que le Québec puisse décider comment qu'il le rembourse après, comment qu'il le dépense. Donc, il faut qu'il y ait une entente préalable. Il n'y a pas eu d'entente. Ils ne sont pas capables de négocier. Comment ça se fait que ça, là, à coût de dizaines, de centaines de millions, ça se discute par lettre ouverte, que finalement le ministre fédéral discute. Comment ça se fait là, que le Québec n'est pas capable de se faire respecter au point où ils ne sont pas capables d'avoir une réunion formelle, premier ministre avec premier ministre, où on fait nos demandes puis qu'on règle la situation? Ça, je trouve ça particulièrement terrible. C'est navrant. Et c'est pas comme ça qu'on fait de la politique publique. Puis est-ce que vous avez vu ça vraiment dans d'autres scénarios ou dans d'autres situations où la ministre de l'Immigration fait un tour de com, finalement, puis le premier ministre écrit une lettre ouverte qui divulgue aux médias? C'est le premier ministre du Québec, là. Lui, il a tous les pouvoirs, puis tous les atouts, puis tous les numéros, puis les contacts, puis l'appareil ministériel pour trouver une solution. Puis c'est ça qu'on veut. C'est ça que les Québécois et les Québécoises veulent. Une solution, puis d'arrêter de faire des coups d'épée dans l'eau, là, puis des coups de médias pour essayer de, je sais pas moi, de revirer la tendance parce que l'automne ne s'est pas bien passé. On est en attente de solutions. Les familles attendent des solutions. C'est pas vrai là, qu'ils et elles vont attendre 3-4 ans leur mari. Ils vont pas le faire. Ils vont partir, ils vont retourner. Il y a des relations, malheureusement, qui vont se briser. C'est un fait, là. Puis, il y a un gros pourcentage de gens qui vont tomber dans une détresse ou qui le sont déjà, puis vous allez pouvoir en témoigner, dans une détresse psychologique grave. Ça, c'est pas bon pour le Québec. Ça, c'est pas bon. J'aimerais ça rebondir sur ce dernier point, M. Clich-Rivard, parce que on a fait une étude sur la santé mentale de nos membres. On l'a fait en décembre. À l'époque, notre collectif comptait à peu près 800-900 membres et on avait plus de 500 répondants. Donc, statistiquement, c'est quand même assez probant, si ma mémoire est bonne. C'est quelque chose qu'on a fait avec des études, avec des outils cliniques utilisés par un médecin, qui avait déjà fait une étude similaire pendant la pandémie. Alors, pour référence, donc, nos membres, en ce moment, nous disent que 97% d'entre eux ont des symptômes dépressifs. Ils nous disent que 73% d'entre eux montrent des symptômes d'anxiété. Et ça, ce sont des chiffres qui ont été publiés à presque toutes les plateformes, entre autres sur la presse, par le docteur Sacha Sidani, qui est en mesure de témoigner d'un aspect clinique, de point de vue clinique de ces chiffres-là. Et ce sont des chiffres préliminaires. Parce que nous avons aussi des données sur les symptômes détaillés, l'incapacité à manger, l'incapacité à dormir, l'incapacité à faire ses tâches. Mais nous sommes un collectif entièrement bénévole. Donc, nous travaillons... Nous avons nos emplois à temps plein et nous avons notre deuxième emploi à temps plein non payé qui est Québec réunifié. Donc, c'est plus long pour traiter ces données-là. Mais au moment où on se parle, je peux vous dire qu'il y a des gens dans le collectif qui souffrent immensément. Il y a, entre autres, des personnes qui, quotidiennement, nous expriment sur la plateforme des intentions suicidaires. Il y a des gens...
pour qui cette situation est si intenable qu'ils veulent mettre fin à leur jour. Ouais. Et le gouvernement ne fait rien. Surtout en début janvier, là, le Blue Monday, là, le troisième lundi de janvier, des périodes difficiles, donc les gens qui souffrent de détresse psychologique, il y a de l'aide qui existe. Et on trouve ça quand même dommage là, qu'une décision politique d'immigration affecte les gens à ce niveau-là. On n'a pas besoin d'avoir des études très poussées pour savoir que si on regarde le site gouvernemental le lundi, puis que le délai de traitement est exemple de 24 mois et qu'on est rendu à 23, puis ça nous crée évidemment une excitation, et que le lendemain on regarde et c'est rendu à 42 mois, ouais. On n'a pas de difficulté à comprendre que ça crée un chamboulement. Et vous les deux, vous le dites, là, il y a des gens qui m'ont écrit à ce sujet-là aussi. Les couples à distance, pour avoir déjà vécu à l'étranger, une relation à distance, c'est difficile. Et des fois, ça tient qu'à un fil. Et on a besoin de la bonne nouvelle qui n'arrive pas là, dans ces dossiers-là. Là. J'aimerais quand même dire quelque chose. Moi, je veux lever mon chapeau aux couples de Québec réunifié, parce que les couples qui tiennent bon, ce sont des couples solides. Ah oui. Passer à travers cette épreuve-là, ça forge dans le fer pour toujours. Moi, je vis à distance de mon mari depuis 4 ans, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le gouvernement, parce que nous sommes tous les deux des professionnels avec des obligations familiales, mais rien n'est plus fort qu'un couple qui n'a rien d'autre à faire que de se parler à tous les jours. Quand tu parles à quelqu'un à tous les jours pendant des heures, tu connais cette personne, tu apprends à l'aimer, tu apprends à la comprendre, tu apprends à accepter ses travers bien plus que juste en regardant Netflix. Alors on doit aussi démystifier les relations à distance qui sont souvent stigmatisées comme étant des relations factices, alors qu'en réalité, ce sont des relations qui peuvent être extrêmement fortes. Et avant que quelqu'un sur Twitter me dise « Ah, t'as jamais vu ton mari? » Non, je passe 5 mois par année avec mon mari, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des attaques, des fois, des gens sur les réseaux? Parce que moi, ça fait pas si longtemps que je suis sur la plateforme X, anciennement Twitter. J'ai pas vraiment de gens qui m'invectivent, là. J'en ai peut-être un en tête, mais bon. Vous, est-ce qu'il y a des gens qui vous disent de retourner chez vous, peu importe? Là? Oui. Je me suis déjà fait dire de retourner chez moi alors que je suis née sur le plateau Mont-Royal. En tout cas, je peux toujours quitter les Basses-Laurentides et retourner sur le plateau Mont-Royal, là, mais ça ne fera pas une grosse différence. On parle beaucoup des seuils d'immigration, là, 35, 50, autres, mais il y a des gens, il faut comprendre au Québec qu'il y a des gens, des immigrants, ils en veulent 0. Là. Donc, ça devient difficile des fois d'expliquer que même si on arrêtait la machine d'immigration aujourd'hui, il y a encore 2 millions de demandes en traitement à immigration au Canada, des centaines de demandes en cours devant les tribunaux. Donc, c'est beau de dire, moi, je ne veux pas d'immigration, mais dans la réalité, il y a des programmes. Et on est là pour les utiliser. Là. Mais la solution concrète, moi, je la connais, là, mais Guillaume Clichy-Rivard, c'est quoi la solution pour Québec réunifié là, au niveau politique d'immigration? Là? Ben, la décision me semble claire. Là. Je veux dire, le seuil actuel dans la réunification familiale, c'est un seuil qui est dépassé, là, qui ne fonctionne pas. Moi, je pense qu'on doit viser un délai de traitement moyen d'autour d'1 an, puis de s'orienter autour de ça pour faire un seuil qui fonctionne. Évidemment qu'il va y avoir des fluctuations dans le temps. Là. Il y a des années où il va y avoir plus de demandes, d'autres années qui vont avoir moins de demandes, puis il va pouvoir avoir des variations. Mais on ne peut pas, humainement parlant, avoir un programme comme ça qui prend le double, le triple, le quadruple de temps que les autres. Ça n'a pas de bon sens. Mais j'en profite, puis je le dis à Québec réunifié, puis je l'ai toujours dit, ça devrait être ça pour l'ensemble de nos programmes d'immigration quand même. Le devoir titrait que dans la catégorie du refuge, puis ils ne sont pas beaucoup, là, ça va être 10 ans de délai de traitement avec l'immigration. Et on nous disait même que pour l'humanitaire, ça va être 25 ans. Ça, ce sont les chiffres du devoir. On ne peut pas véritablement, comme société, avoir des programmes d'immigration qui prennent des décennies avant d'obtenir la résidence permanente. C'est juste impossible. Alors, ce que je demande au gouvernement du Québec, là, c'est quand même des politiques responsables en matière d'immigration, qu'on s'assure évidemment qu'on calcule comme il faut notre capacité d'accueil puis qu'on fasse les choses comme il faut, mais ça ne veut pas dire que les gens doivent attendre 3, 5, 10, 25 ans avant d'obtenir la résidence. Là. Vous, Marie, vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que ça serait juste normal et que le délai de traitement qui est affiché au dépôt du dossier demeure le même pendant tout le traitement du dossier? Du moins, ce serait cohérent. Ce serait un respect du contrat social implicite avec les parrains. Vous savez, lorsqu'un parrain remplit une demande,
la personne va automatiquement aller voir la moyenne de traitement dans sa catégorie. C'est automatique. Et on sait que c'est une moyenne de traitement. On le sait que c'est pas un vrai délai. Mais malheureusement, comme vous le dites, notre immigration pourrait être plus transparente. C'est un bon titre. Hein? Mais oui, c'est un excellent titre. J'aurais pas dit mieux. Donc, ça pourrait être plus transparent. Donc, on est obligé de faire avec ça comme information. Donc, c'est sûr que la personne va regarder ça puis se dire, OK, bon, ben c'est 14 mois. OK, on va y aller avec 14 mois comme cible. Puis là, ben en fonction de ça, on va vendre la maison, on va commencer les procédures, on va trouver de l'aide pour les parents dont on est aidant naturel et qu'on va devoir quitter. Il y a plein de choses là, qui sont derrière ça en coulisses que les gens ne voient pas, mais quitter son pays, c'est extrêmement complexe. Donc, pour ces gens-là, c'est sûr qu'avoir une cible... Et là, j'utilise le mot cible, je ne devrais pas. Avoir une ligne d'arrivée prévisible, ce serait déjà plus gérable du point de vue de la santé mentale. Par contre, si cette ligne d'arrivée prévisible est de 42 mois, ça ne sera pas mieux pour leur santé mentale. J'étais à mettre mon astérix là, à quelqu'un. C'est ça. Ça sera pas mieux pour leur santé mentale parce que 42 mois, moi, je veux rajouter ça parce que c'est très important. Quand on parle de regroupement familial, c'est un éventail de candidats, de candidates, de parrains, parraines. Et dans cet éventail-là, il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens qui vont pouvoir venir attendre leur résidence permanente ici. Il y a des gens qui vont pouvoir le faire en travaillant avec un PTO. Il y a des gens qui vont pouvoir rentrer ici en interne parce que ce sont des citoyens européens, par exemple, ou des Américains, et qui vont pouvoir faire leur demande à l'interne. Mais il y a des gens qui vont devoir attendre dans leur pays et qui n'auront pas de visa visiteur. Ça crée deux classes, là, complètement. Ça crée vraiment deux classes. Et ces gens-là n'auront peut-être pas de visa visiteur jusqu'à l'obtention de la RP. Et j'en profite pour le mentionner parce que nous avons au sein de notre collectif des marraines, des marraines, des parrains qui ont eu 4 ou 5 refus de visa visiteur, preuves à l'appui, preuves financières à l'appui. J'ai une amie dont je tairai le nom, dont j'ai vu les notes. On a demandé les notes, j'ai regardé les notes. De l'agent du fédéral. De l'agent du fédéral et j'ai vu le dossier qui avait été déposé. Le dossier qui avait été déposé démontrait que le demandeur était un aidant naturel qui allait immédiatement retourner dans son pays pour prendre soin de ses parents. Ouais. Et on lui a dit non. Là-dessus, il faut faire un peu attention, là, dans le sens que c'est sûr que les gens démontrent qu'ils veulent repartir du Canada, mais finalement, ils ne veulent pas repartir parce qu'ils veulent déposer en interne. Là. Moi, je pense que démontrer qu'on va repartir dans le pays, c'est un critère qui est dépassé. Donc, moi, deux choses. Là, on parlait de seuil, puis moi, j'ai amené justement dans ma mise en demeure le concept de seuil dynamique. Là. Ça veut dire, en tout temps, essayons de garder les inventaires de dossiers pour avoir un traitement en 12 mois. Là. Donc, ça veut dire que ça se peut qu'on en traite plus ou moins, mais ramenons ça. Donc, avec un seuil dynamique, traiter plus de dossiers quand il y en a plus à traiter. Ramenons ça au même niveau de la norme de service du fédéral de 12 mois dans 80% des cas. Je pense qu'elle est acceptable là, pour tout le monde. Là. Puis vous mettez la pointe, vous parlez d'une mise à zéro des inventaires. Ça fait partie de vos propositions. C'est sûr que moi, j'avais recommandé en consultation publique de faire 2 années dans l'année 2024. L'année 2024.1 où est-ce qu'on élaguerait tous les inventaires de toutes les catégories, puis après, on repartirait à 9. Parce que moi, personnellement, le seuil de 35 000, exemple du Parti québécois, ou moins, finalement, on verra. J'ai rien contre, mais quand on sait pertinemment qu'il y a plus de 122 000 personnes qui attendent, dont 38 000 et plus juste dans le regroupement familial, ça veut dire que le seuil d'immigration totale du Québec pour le Parti québécois ne vide même pas l'inventaire du regroupement familial. Donc là-dessus, je suis plus ou moins d'accord, mais le point, c'est vidons ce qu'on a. Parce que dans le fond, au Parti québécois aussi, si on leur disait, bon, mais vous, on vous a dit oui, madame, le monsieur, on vous a donné un certificat de sélection, et vous, au PQ, on vous a dit oui pour votre projet de pays, mais finalement, ça va prendre 4 ans. Comment vous le prendriez? C'est la même chose. Bien, c'est en fait, parce que on s'est dit, on se voit sur Twitter, mais c'est effectivement, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs sur le fil de M. Paul Saint-Pierre Plamondon il y a à peine quelques jours, où je lui ai dit, moi, il y a quelqu'un qui m'a questionné sur mes orientations politiques. Je ne suis pas là pour en parler puisque je représente aujourd'hui un collectif non partisan. Sauf que moi, ce que j'ai dit, c'est que c'est très difficile d'appuyer un projet de société, quel qu'il soit, s'il nous interdit notre vie personnelle. Comment est-ce que je peux dire oui à ce que le Québec soit un pays si le Québec ne veut pas de mon conjoint? Québec solidaire. Moi, je parlais... allez-y, terminez, allez-y. Donc, c'était bien placé. La porte était grande ouverte, je vous l'accorde. Mais c'est ça l'argumentaire. Moi, mon message envers les politiciens du Parti québécois, c'est
si vous voulez faire un pays avec les personnes qui sont dans des relations binationales, vous devez protéger leurs droits à l'autonomie et à leur vie privée. Vous devez les assurer qu'ils auront leurs conjoints, leurs enfants avec eux dans un délai raisonnable, dans le même délai qu'ils auraient eu s'ils étaient au Canada. On rappelle que les gens ont été sélectionnés par le Québec. Donc, techniquement, il n'y a pas de raison de les faire attendre. Et c'est l'esprit de l'accord. Hein? L'accord Canada-Québec dit, dans la catégorie du regroupement familial, les délais doivent être usuels et raisonnables. Donc, ça veut dire que le fédéral devrait traiter les dossiers approuvés par le Québec. Et bon, on en reparlera dans une éventuelle poursuite, malheureusement, mais pour régler une partie du problème, moi, ce que je recommande, ça serait que le gouvernement du Québec émette une lettre d'entrée hâtive pour permettre de demander plus facilement un permis de travail, un peu comme on le fait dans la catégorie des gens d'affaires. Donc, on les sélectionne en disant, bon, ben, vous êtes travailleur autonome, vous avez démontré que vous aviez les actifs, la source de vos fonds, elle est licite, on vous donne un certificat de sélection du Québec. Ensuite, on leur donne une lettre d'entrée hâtive qui permet de demander au fédéral un permis de travail. Comme ça, les gens peuvent aller commencer leur vie au Québec, peu importe les délais de traitement de la résidence permanente qui sont par ailleurs de 61 mois pour la catégorie des gens d'affaires. Donc, c'est pas chic, mais avec une lettre d'entrée hâtive entre les deux qui permet de demander. Puis ça fonctionne là, pour en faire beaucoup, il n'y a pas de problème. Donc, ma recommandation au gouvernement, en espérant qu'il écoute l'épisode, ça serait de créer une lettre d'entrée hâtive qu'on donnerait avec le certificat de sélection du Québec pour demander au fédéral d'émettre le permis de travail. Et là, on pourrait laisser de côté, enfin, la démonstration de repartir dans le pays, qui est finalement un concept des années 1900. Là. Donc, my two cents ici, là. Ouais, moi, je dirais plus simplement là, qu'on arrête de bloquer l'émission de la résidence permanente, puis qu'au lieu de faire étape 1-2, qu'on fasse juste émettre la résidence. Vous disiez les 68 mois, je suis d'accord, mais s'il n'y avait pas les quotas qu'il y avait en ce moment, ce ne serait pas 68 mois. Donc, absolument. Je pense que je suis pas contre l'idée, mais je pense que globalement, qu'on leur émette la résidence en 12 mois. Oui, mais là-dessus, pour avoir une consultation au bureau pas plus tard que la semaine dernière, des gens qui attendent depuis 42 mois un parrainage de l'externe, monsieur est en Tunisie. Le bureau de Paris attend le rapport des antécédents de Tunisie parce que, bon, monsieur, finalement, aurait été emprisonné dans les années 2000. Dans ces scénarios-là, c'est très différent. Donc, c'est ça aussi la norme de service du fédéral de 12 mois dans 80 %. Il y a des dossiers où c'est plus long. Faut juste faire attention. C'est pas à cause que, oui, le Québec, en fait, le temps pas dans 2 étapes fédérales. Le Québec, dans une demande d'engagement, là, regarde pas grand-chose. Finalement, une preuve d'adresse, une facture d'Hydro-Québec, puis on est reparti. Donc, juste faire attention de respecter quand même les concepts, là, disons, de la santé puis de la sécurité du pays. 100%. Mais ça peut être dans 12 mois. Allez-y, Marie. Oui, bien, c'est ça. Une des choses que je voulais dire, c'est que c'est intéressant l'idée de la lettre d'entrée hâtive, mais elle a des limites. Et la grande limite, en fait, dans ma tête, vient de l'expérience des candidats internes. Un candidat interne est essentiellement un citoyen de seconde zone. Il y a des gens qui, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, là, mon collègue que je ne peux pas nommer, dont la conjointe est médecin, qui ne peut pas pratiquer ici parce qu'elle attend sa résidence permanente. On manque de médecins cruellement au Québec. Là-dessus, c'est sûr que dès qu'il y a un ordre professionnel, là, le projet d'immigration, là, il y a 2 composantes. Il y a les délais d'immigration, mais il y a aussi l'ordre professionnel. Ça va être à travailler. Mais le point demeure que si cette personne-là, dans ce cas hypothétique-là, par exemple, du médecin qui est présentement en interne ou qui serait rentré avec ce qu'on appelle la lettre d'entrée hâtive, cette personne-là serait quand même dans la situation actuelle de ne pas pouvoir exercer son activité professionnelle ou commencer son recyclage. Donc, pour ces gens-là, il y a un retard dans le développement professionnel. Ça va avoir un impact économique sur la famille. Ça va avoir un impact aussi sur la santé mentale de la personne qui travaille, parce qu'il y a personne qui aime ça, ne pas travailler. N'en déplaise aux trolls sur Twitter. Non, c'est vrai pareil. Et donc, finalement, je pense que c'est, entre guillemets, là, c'est juste s'acheter un peu de temps. Mais je ne sais pas si ce serait vraiment le band-aid là, le plus définitif. Je comprends, puis moi, je suis là pour lancer des idées. Mais moi, ce que je vous dis, c'est d'autre part, il faut faire attention parce qu'on a un gouvernement provincial qui a tenté de récupérer les pouvoirs complets en matière de réunification familiale pour mettre un niveau de français. Donc, on aurait pu 38 000 demandes dans la machine si on exigeait un niveau de français intermédiaire avancé. Votre conjoint, peut-être qu'il se qualifierait, peut-être pas, même s'il parle français, il l'a appris. Donc là, dans l'écosystème dans lequel on est, il va falloir faire des choix. Est-ce qu'on veut réunir
la famille au plus vite ou avoir la résidence permanente, sachant qu'on peut peut-être pas faire les deux. Donc, peut-être un compromis en disant réunissons les familles. Et je pense que le fédéral, là-dessus, moi, je dois le dire, là, je trouve que le fédéral est de bonne foi, mais malheureusement, dans la réalité, les annonces du mois de mai, les délais de traitement de 30 jours de visa de visiteur ne sont pas respectés. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et l'année 2024, là, on va avoir besoin de plus de cohérence, mais plus de dialogue aussi entre le Québec et le Canada. On le voit, les relations sont rompues. Le fédéral ne veut pas rembourser les fonds du Québec. Les deux ministres ne se parlent pas, s'écrivent des lettres. On est au début de janvier. On n'a pas encore vu François Legault nulle part en apparition publique. Mme Fréchette, elle, fait le tour des chambres de commerce, parle des demandeurs d'asile, mais ne parle pas, malheureusement, du dossier du regroupement familial. Puis c'est pas à cause qu'on n'a pas essayé dans l'actualité dans les derniers mois d'en faire parler. Donc, il va falloir faire un deuxième tour de roue là-dessus. Là. J'ai une question pour vous deux, puisque vous êtes tous les deux avocats et que je ne le suis pas. Quel serait l'impact si, de cette exigence linguistique là, de niveau 7? L'exigence linguistique pour la citoyenneté de niveau 5? Non, mais attends, donc l'impact, c'est assez simple. L'impact, ça veut dire que si on a un niveau 7, on ne peut pas déposer de dossier. Ensuite, est-ce que le niveau est trop élevé versus ce qu'on demande pour la citoyenneté? La réponse, c'est oui, mais donc c'est des questions d'orientation politique. On a un gouvernement qui met le déclin du français sur la faute des immigrants et qui cherche une manière de le régler, de bien paraître dans l'opinion publique au niveau de la protection du français. On l'a vu avec les frais gouvernementaux, les frais pour les étudiants à l'université. Donc, on essaie toutes sortes de mesures, on avance, on recule. Là. Mais pourtant, je le martèle depuis des mois maintenant. Si on veut protéger le français, commençons par protéger l'enseignement du français. Ah, définitivement. Commençons par investir dans plus de francisation. Commençons par prendre soin de nos élèves qui n'ont pas nécessairement les meilleures conditions d'apprentissage. C'est aussi des conditions d'apprentissage du français, ça. Tu sais, je veux dire, on parle du déclin du français, mais on ne parle pas des conditions dans lesquelles il est enseigné. Je m'excuse, c'est pas pour faire de la convergence des luttes, mais on peut pas parler de protéger le français en ayant un bouc émissaire sans garder les conditions dans lesquelles on enseigne la langue ou sans garder les conditions dans lesquelles la langue est propagée. Quels sont les investissements qui ont été faits pour propager la culture québécoise francophone? Quels sont les investissements qui ont été faits pour encourager nos artistes? Tout ça. Je vais vous ramener rapidement à l'immigration. Non, mais je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important de poser cette question-là. Dans quelle mesure les immigrants sont-ils réellement la cause du déclin du français et qu'est-ce que nous, les Québécois, faisons pour promouvoir notre langue? Moi, c'est la question que je me pose à chaque fois que je vois ça. Donc, on parle beaucoup de sélection par le Québec, l'admission par le Canada, et le bout dans ce dossier-là qu'il faut comprendre en conclusion, c'est qu'on n'a jamais tenu compte du stade de la réception. On a accepté de traiter combien de dossiers en encaissant des frais gouvernementaux, en donnant des attentes raisonnables aux gens qui ont payé ces frais-là, versus la capacité soit à donner un certificat de sélection du Québec ou à demander au Canada de finaliser l'admission au Canada. Donc, la sélection, l'admission, on commence dans les médias à comprendre un peu la différence, mais on n'a jamais parlé de la réception. Et dans le cas du regroupement familial, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui déposent des dossiers que le nombre de dossiers qu'on demande au fédéral de sortir en fin de parcours. On parle de 38 000 versus 10 000. Donc, on en est là. Selon moi, c'est assez facile, la solution. On verra comment le gouvernement va répondre, soit à ma mise en demeure ou à la poursuite devant les tribunaux que, malheureusement, je vais devoir faire. Là. Je pense que l'Association des avocats en droit de l'immigration aimerait intervenir. On les salue, d'ailleurs. On va leur faire parvenir l'enregistrement d'aujourd'hui. Je prends le temps de vous remercier, les deux. Madame Pilon, Monsieur Clich-Rivard, toujours un plaisir de vous parler. Madame Pilon, Québec réunifié, moi, je vous suis, je vous lis, je vous partage. Merci pour tout, vraiment. C'est tellement apprécié. Et je tiens à le répéter pour nos membres qui vivent. Je pense que je l'ai décrit en assez grand détail. Une très grande détresse de voir des appuis qui sont des appuis de taille, de personnes qui sont élues par le peuple, de personnes qui ont un statut d'expert dans le domaine. Pour nous, c'est inestimable. Alors, merci. Donc, on va inviter tout le monde à partager, mais allez-y, Maître Rivard. Je vais vous saluer, Maître Lapointe aussi quand même, parce que, je veux dire, dans le débat, puis dans la pédagogie, puis l'information, puis, je veux dire, vous travaillez très fort, là, votre bouquin notamment, d'être certain qu'on comprenne mieux.
Puis c'est correct aussi, puis je le dis, là, vous le faites de façon non partisane, vous le faites avec tous les partis, vous êtes ouverts, puis vous jouez vraiment. Puis aujourd'hui, c'est aussi ça l'impact. Puis votre balado, Québécoises, qu'on comprenne mieux, puis qu'on comprenne tous mieux ces débats-là pour qu'on soit capable de se forger notre idée. Puis là-dedans, vous faites un travail formidable. Fait que je tiens à vous le dire aussi. Puis Québec réunifié, je veux dire, moi, je suis à chaque fois absolument ébloui par votre bravoure, par votre courage, par votre sens de l'organisation du devoir, puis tout ce que vous faites avec peu de moyens. Finalement, moi, je suis vraiment impressionné. Donc, continuez. Je vous remercie. Vous allez voir que vous êtes du bon côté de l'histoire. Mais je vous remercie beaucoup. J'ai un collègue qui dit tout le temps qu'on est en train de construire un avion en plein vol. Je vais rajouter avec probablement un duct tape puis un petit peu de fil de fer. Ouais. Mais beaucoup d'amour. Mais beaucoup d'amour. C'est un travail d'amour qu'on fait. En fait, tout ce qu'on fait, c'est pour nos conjoints. On vous suivra sur les réseaux pour votre campagne de financement, vos actions en justice que vous travaillez aussi en parallèle, toutes vos démarches, évidemment, dans les médias, pétitions, lettres ouvertes, tout ça. Là, je pense que il manque juste un peu d'ouverture, finalement, au niveau du provincial, là, d'ajouter... disons, au moins 10 000 seuils annuels dans le plan d'immigration dans la catégorie du regroupement familial pour baisser les délais à 12 mois. Puis je pense qu'on aurait déjà réglé quand même une partie du problème. Là. Donc, dans les prochains épisodes, j'ai invité Paul Saint-Pierre Plamondon à venir nous expliquer un peu sa vision de l'immigration. Stéphane Enfield aussi, qui est avocat d'immigration, qui est co-porte-parole en matière d'immigration. Et qui a fait des très belles sorties sur le regroupement familial cette semaine. Là. On le salue. Puis on va être très ouvert à comprendre la vision du Québec pays des notions d'immigration. Surtout les pleins pouvoirs. Moi, je suis curieux de voir dans la tête de chacun c'est quoi les pleins pouvoirs. Donc, on voit un peu à Québec solidaire jusqu'où on aimerait aller. Si je peux avoir des gens de chaque parti politique pour me l'expliquer, ça va me faire grand plaisir. Donc, merci à tout le monde qui écoute l'épisode, qui partage et qui aime et qui suit et qui en parle parce que je pense que c'est le sujet de l'année, l'immigration au Québec, autant provincial que fédéral. Et on a besoin de rehausser un peu le niveau du débat pour une immigration plus transparente, finalement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Belle journée.